Des otages de Tilf a retenu le souffle de toute la Belgique pendant une semaine. C'est la pagaille. Voici comment cela se traduit à la RTBF Viewmaster. Bonsoir à toutes et à tous. Prise d'otage à Tilf, près de Liège. Une femme et 2 fillettes se retrouvent prisonnières dans leur maison depuis samedi soir, sous les menaces et les revolvers de 3 gangsters. 50 heures de prise d'otage déjà lorsque les spectateurs de la RTBF apprennent lundi que 3 truands ont forcé la porte samedi dernier vers 21 h d'une paisible villa de Tilf. Une maison où réside Guy Geris, gérant d'une agence du Crédit Communal à Liège, son épouse et 2 petites filles, Gaëlle, 13 ans, et Françoise, 10 ans. Le plan des truands est classique. L'un se fera ouvrir les coffres de la banque avec M. Geris, pendant que les autres maintiendront sa famille en otage. Mais le scénario dérape. Dimanche soir, M. Geris s'évade et donne l'alerte. Le quartier est alors tout de suite bloqué et un long fort chabrol commence. Les forces de l'ordre tentent de raisonner les malfrats, d'abord par mégaphone, puis par talkie-walkie. Voici le marché qu'on leur propose. Les autorités judiciaires avaient proposé à Delaire et à ses 2 complices une rançon de 30 millions de francs contre la libération des 2 petites filles et la possibilité de quitter les lieux avec des moyens à discuter. Mais les ravisseurs ne veulent rien entendre. La situation est grave parce qu'elle apparaît ou elle semble apparaître bloquée. À l'attente s'ajoute l'angoisse. Les ravisseurs vont-ils tenter une sortie désespérée? Les forces de l'ordre vont-elles intervenir? Le climat est très tendu. Mercredi, le père de Philippe Delaire lance un appel pathétique. Philippe, écoute, je t'en supplie. C'est ton père qui te le demande. Arrête, laisse aller les otages. Rends-toi. Et ça sera la meilleure des choses. Et si c'est bien, ça serait bien, ça serait magnifique. Rends-toi, écoute-moi, mon fils. Je t'en supplie, Philippe. À propos de l'intervention du père de Delaire, je me suis posé la question de savoir si cette intervention était efficace, si elle était pertinente, dans la mesure où Delaire est un jeune homme qui voulait avant tout apparaître comme un caïd. Lui envoyer l'image de son père, est-ce que ce n'est pas le renvoyer quelque part à une situation de dépendance? Il est comme tout le monde, il a un père et c'est peut-être ça justement qu'il voulait refuser. Bien sûr, la presse a joué un rôle, mais la police a également, ou les autorités ont également utilisé la presse pour faire passer certains messages. Alors, est-ce qu'il existe un plan que l'on applique et que l'on modifie selon les circonstances, ou pour vous, qu'avez-vous ressenti dans ces relations autorité et presse? Oui, avec Robert Neyss, nous avons été confrontés vraiment à un grave problème éthique. Et tant en radio, nous étions en direct pratiquement heure par heure, qu'en télévision, nous avons choisi pour notre part à la RTBF l'extrême prudence, la priorité aux otages, puisqu'il y a 1 an, nous avions encore tous en mémoire cette terrible affaire en Allemagne fédérale, à Cologne. On avait même vu des journalistes interviewer en direct des gangsters. On avait même vu un journaliste de la 3e chaîne allemande indiquer le chemin de fuite à un gangster. Je crois que là, c'était vraiment un cas extrême. Nous avons donc choisi, opté pour une solution de prudence. Je crois que les organes d'information n'ont pas toujours joué le rôle qu'on aurait pu espérer d'eux. Je crois que les autorités judiciaires et policières ont contenu peut-être trop à votre goût l'information, mais certains organes d'information, à mon avis, n'ont pas respecté les limites qui devraient s'imposer. Dénouement à Tilf, en ce moment même, les fillettes seraient libérées. Pour le moment, la situation à Tilf est en train de se débloquer. Cet après-midi, on apprenait que les preneurs d'otages avaient demandé qu'une voiture soit amenée devant la villa. Et puis, il y a moins d'un quart d'heure, une première fillette, la petite Gaëlle, a été libérée par les ravisseurs. Vous avez effectivement entendu, les 2 petites filles sont saines et sauves, elles sont examinées. Les ambulances, j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, sont entrées dans l'avenue des Ardennes en marche arrière. On a d'abord embarqué, si je puis dire, la petite Gaëlle, et puis ça a été sa sœur aînée, la petite Françoise. Gaëlle et Françoise n'ont pas été hospitalisées, que du contraire, des psychologues les ont emmenées pour manger des glaces et se promener. Elles sont toutes 2 en bonne santé et apparemment pas du tout éprouvées par cette petite semaine de détention. Alors nous avons appris pas mal de choses en définitive ici. Par des sources sûres, nous savons que les 2 complices de Delaire sont restés à l'intérieur de la maison constamment cagoulés. Ça, je n'y étais pas et vous non plus, et c'est évidemment maintenant l'enquête qui doit se poursuivre. C'est la priorité à partir de maintenant. Tout s'est passé comme prévu dans l'accord conclu entre les ravisseurs et les autorités judiciaires. 2 tranches de 15 millions ont été remises aux malfaiteurs. On leur a également amené une voiture, une Mercedes bleue. C'est vers 20 h 30 que les 3 bandits
ont pris la fuite avec Madame Joris. Pour l'instant, nous n'avons pas encore le droit d'aller filmer la maison des... Absolument pas, non, non, non. Une base de 5 millions, donc ça c'était extrêmement dangereux. Au-delà de ça, je me souviens aussi, c'était tragicomique, enfin il y a eu des scènes folkloriques, des cafés de Tilf où Jacques Léonard peut confirmer, il l'a vu comme nous, où à 7 h du matin, le café était plein de journalistes venus des 4 coins de l'Europe. Oui, pas forcément de l'RTBF. Non, 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 il y avait une cinquantaine d'organes de presse représentés, radio, télé, presse écrite venant des 4 coins de l'Europe, et à 7 h du matin, qui dansaient là au milieu d'un bistrot à Tilf. Ça a duré 5 jours et 5 nuits, hein. Faut se dire, c'est quand même long, et on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Grosse dérive, je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas si la grosse dérive c'eût été que le travail de la police ait été complètement hypothéqué par le comportement des journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Jacques Léonard, en tant que professionnel sur place qui essayait de trouver une solution? Est-ce que la presse a pu vous aider, comme on l'a dit également dans le Viewmaster, ou vous a plus empêché de pouvoir faire votre travail correctement? Personnellement, moi je ne ressens pas la situation de la même manière. J'ignorais, moi, en fait, tous les problèmes qui étaient inhérents à ces scanners. Mais tout ce que moi j'ai pu remarquer, c'est qu'à un certain moment, il y a eu l'interview de sa sœur et de son frère par des télévisions étrangères, ce qui a été très mal ressenti de la part de Philippe Delair. Parce que un paramètre que tout le monde ignorait, c'est qu'il était en conflit avec son père depuis toujours. Donc l'intervention de son père n'a pas arrangé les choses, au contraire. Donc oui, il a fallu, alors que la situation s'est un peu calmée, il a fallu revenir à une certaine sérénité parce qu'il était dans un état d'excitation terrible. Il a fallu rattraper en fait cet appel du père qui a été très mal perçu, quelque chose qui sera d'ailleurs éclairé dans le document que nous allons voir tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on jette souvent la pierre aux médias, mais est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher d'agir dans l'émotion alors qu'il y a cette foule qui se masse, on le voit, qui crie à mort, qui se rassemble vraiment? Il y avait des centaines de personnes autour des tours de Droix à l'issue de cette prise d'otage. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher d'avoir agi en direct comme ils le pouvaient? Mais je ne sais pas si les médias ont diabolisé ces preneurs d'otages pendant la semaine. Toujours est-il, vous savez, la Vox Populi. D'autant que ces gens-là, à ce moment-là, au moment où ils ont ce comportement-là, sont très peu au courant de ce qui s'est passé réellement. Et c'est ce qu'on va découvrir peut-être dans le document de tout à l'heure, qui va réécrire les événements. Je constate simplement que ces preneurs d'otages ont respecté leurs paroles, ils n'ont pas touché à un cheveu physique de leur victime, ni de la dame, ni des 2 enfants, ils les ont libérés à temps et à heure. Ça ne méritait peut-être pas cet opprobre qu'ont subi les deux complices lors de leur sortie menottée de ce building de Droix. Et c'est vrai que couvrir une actualité brûlante, c'est une chose, mais traiter le fait divers en général, et même a posteriori, comme c'est le cas de votre document, André, c'est toujours quelque chose de très délicat, n'est-ce pas, Marianne Susny? Mais oui, Elodie, bonsoir. Très délicat parce que où est-ce que le journaliste va-t-il placer l'émotion pour nous délivrer un reportage citoyen et non pas un show racoleur qui fait appel à nos plus bas instincts? Et cette question a été posée, vous l'imaginez, avec une acuité particulièrement sensible lors de la couverture de l'affaire Dutroux. Mais le fait divers fait partie de l'information et la RTBF lui a d'ailleurs consacré certaines émissions spécialisées. Oui, alors moi je voudrais saluer essentiellement l'émission qui s'intitule en toute simplicité Faits divers, une émission initiée par José Dessart et Léon Michaud. Je pense que c'est plus de 90 émissions produites entre 1992 et 2004 avec pour vocation de nous raconter des histoires vraies, des histoires véridiques, mais pas du tout de manière spectaculaire ou circassienne, de manière à nous délivrer un message sur l'état de notre société, sur notre morale individuelle et collective, et puis aussi sur l'état de nos institutions, et bien sûr sur nos institutions judiciaires. Alors, raconter des histoires vraies, et ce n'est donc pas par hasard que l'émission qui a pris la suite de l'émission Faits divers s'intitule Histoire vraie. Alors pour des questions de timing, nous avons dû recouper un petit peu l'archive que nous allons voir, et donc on arrive en plein cœur de l'action. Est-ce que vous pouvez resituer où nous arrivons? Oui, je vais resituer cela très brièvement parce qu'il en a déjà été question. Donc on est au moment où le gérant de la banque s'est échappé de la villa de Tilf et Philippe Delair, les 2 gangsters et les 3 otages restants, soit la femme et les 2 fillettes, sont là.
Et Philippe Delair est là coincé avec son projet avorté, et donc il faut débloquer la situation, et c'est là que notre invité noue un dialogue avec lui. Merci Marianne. Alors justement, Jacques Léonard, on va beaucoup entendre votre voix dans ce document, et en fait c'est parce que c'est vous que Philippe Delair avait choisi comme unique interlocuteur. Il ne voulait que vous. Absolument, ce qui peut se comprendre parce que je crois que j'étais le seul policier qu'il connaissait réellement depuis son arrivée en Belgique, parce que j'avais été amené, moi, à traiter après son évasion et sa capture toute une série de hold-up dont il était soupçonné. Donc je l'ai entendu à plusieurs reprises et j'étais en fait le seul policier sur lequel il savait mettre un visage. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes un petit peu modeste, est-ce que c'est pas aussi parce que vous, justement, vous le traitiez peut-être différemment? Je le traitais comme je traite toutes les personnes qui entrent dans mon bureau. Je crois que lui, la situation était claire avec lui. Il reconnaissait les faits à partir du moment où on lui fournissait les arguments et les preuves matérielles, et il niait tout le reste, tout ce soupçonnions qu'il en était l'auteur, mais si nous n'apportions pas les éléments, la conversation était close. Et on parlait d'autre chose, on parlait de la vie, on parlait de ses hobbies, notamment de courses de moto dont il était passionné, et puis il m'a raconté une partie de sa jeunesse, donc je connaissais quand même pas mal de choses de lui à ce moment-là, et bon, le courant est passé entre un flic et un voyou. Voilà. On va pouvoir entendre ça. Nous retournons le lundi 18 septembre 1989 à Tilf. La presse vient d'être alertée, mais pour les otages, c'est déjà le 3e jour de captivité. Voici Sur le fil d'André François. J'étais amené, moi, à le rencontrer à 15-20 fois ici dans les locaux. Pour d'autres enquêtes, il m'accordait une certaine confiance puisqu'il me racontait des épisodes de sa jeunesse, de sa vie privée, de sa relation avec ses parents, avec sa sœur, de sa vie dans le nord de la France. Donc il en a été arrivé, à mon avis, un climat de confiance et le courant, effectivement, passait bien. Vous étiez trouvé des passions communes, je crois? Oui, il s'intéressait aux courses de moto, ce qui m'intéresse également, aux bagnoles, bon, tout ça, ça détendait très fort l'atmosphère, parce que, interrogé sur les faits eux-mêmes qui lui étaient reprochés, bon, en général, je me heurtais à un mur. Là,
il niait tout, il tournait tout à la dérision. Donc je sentais bien que l'interroger même avec des éléments excessivement précis ne servait à rien. Je me heurtais à un mur. Alors la conversation déviait, on passait de l'interrogatoire à la conversation et de la conversation aux confidences. La suite du dialogue, veux-tu que ce soit moi qui garde contact avec toi? Ouais, ta parole, j'y crois. Parce que je sais ce que tu veux, toi. Mais seulement, t'as des supérieurs, mon gars. Et tu sais, ce qu'ils veulent, j'y crois pas des masses. Enfin, écoute, moi je t'ai jamais enculé dans l'enquête que j'ai Ah non, mais si t'étais procureur général, je veux bien maintenant, tu vois. Il n'y aurait pas de problème, mais l'apparateur sera toujours dégoupillé quand même, hein, forcément. On peut pas se relâcher, on a plus le droit. Là, on est en train de faire le barreau d'honneur, hein. À partir de Saint-Anne, dévier la circulation par autoroute, donc ne plus rien laisser descendre sous style venant de la rue de Bourg. On va pas paniquer, on va parler consciencieusement. Ah ouais, d'accord. Allez. Ça va. Qu'est-ce qui pèse les deux gosses et la femme, là? Ouais, écoute, je te pose la question justement à propos des gosses. Ouais. Comment vont-ils? Ils vont bien, mais je vais passer tout le monde dans un instant. Mes collègues, tout le monde, parce que ça va faire. Hein. Mais oui, Philippe, je suis bien d'accord avec toi. Bon, attends, je te passe la femme pour commencer. Ok. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Bon, on est attaché au radiateur, on est attaché au sol, il y a du grenade dégoupillé au-dessus de notre nez. C'est ça. Et du plastique en TNT, là où je ne sais quoi. C'est ça. Et un fusil, je ne dirais très bien pas, mais un fusil d'assaut, braqué sur notre nez. Vous voyez le topo, en fait. C'est cela. Bonjour. Oui, c'est Gaël? S'il vous plaît. C'est Gaël? Oui. Comment tu vas, Gaël? C'est la police ici. S'il vous plaît. Ça va? Pas fait peur. Non, tu ne dois pas, on est là de toute façon. Hein? Assure-toi, hein? Écoute, prends patience, tout se déroulera bien. Hein? Écoute, tu ne sais pas intervenir toi auprès de Philippe pour les gosses, au moins libérer les gosses. Il n'y a aucune intervention possible. Aucune. On passe tous. On crève tous. Oui, il a l'air plus excité que toi, ton copain, là. Ben, tu sais, c'est un garçon qui en a mangé pendant longtemps, hein. Il n'a pas envie d'y goûter. Surtout là, avec du son, on va être salé. Oh, mais écoute, vis-à-vis des gosses, Philippe. Je t'entends mal, très mal, hein. Vis-à-vis des gosses, Philippe. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, mais ils volent dehors pour nous, hein. Je préfère les gosses qu'un flic, hein, je te le dis. Hein. Judiciairement, pour vous, qu'est-ce qui pèse la femme et les gosses? Et nous? Vous préférez nous avoir tous condamnés ou vous préférez les avoir vivants et éventuellement nous plus tard, hein, parce que ça, c'est autre chose. Vous ne nous intéressez pas tellement, hein. Ce qui nous intéresse, c'est la femme et les gosses, hein. Ouais. Bon, j'ai jamais été putain dans ma vie, hein. Non, ça je sais. Je le serai pas encore, mais j'irai à fond, hein. Faut pas t'inquiéter. Ouais, mais il ne faut pas que tu ternisses ton image de marque de beau voyou. Bon, écoute, y a pas de beau voyou, hein. Ouais. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que les autres y pensent de moi, je m'en fous. Il y a longtemps qu'on a été condamné à mort par la police et à perpète par la justice, hein. Donc ça change rien. Allô? Oui. C'est Gaël, là? Oui. Oui, ma petite. Ne pleure pas, tu sais, ça va s'arranger, tout ça. Hein? Tu sais, ils ne sont pas si méchants que ça, hein. Ils ont l'air méchants comme ça, mais ils font un peu du cinéma. Ça fait peur. Tu as peur? Tu ne dois pas avoir peur. Hein? Ils font du cinéma, tu sais. C'est pas Ils ne sont pas méchants, moi je les connais. Ce sont même de gentils garçons, mais il ne faut pas t'effrayer, tu sais. Ils te feront pas de mal. Hein? Ne pleure pas, Gaël. Ça va s'arranger. C'est encore espérer. Mais oui, il faut espérer, évidemment, il faut espérer. Évidemment, écoute, non, de toute façon, tout cela va s'arranger, écoute. Ils ne vous feront pas de mal, c'est certain. Ils me l'ont promis de ne pas vous faire de mal. J'ai un copain, je les connais depuis des années, je sais bien qu'ils ne te feront pas de mal. Ni à toi, ni à ta maman, ni à ta petite sœur. Hein? Mais il y a une grenade dégoupillée, tout ça, donc les fusils aussi. Les grenades dégoupillées, c'est pas le vrai. Hein? C'est pas le vrai, ils font du cinéma, moi je sais bien que c'est pas le vrai. Tu dois pas avoir peur de ça. Non, c'est pas le vrai, tu vois. Ils font ça pour te faire peur, mais c'est pas le vrai. C'est vrai ce que vous dites? Oui, c'est vrai, je t'assure que c'est vrai. Mais ne leur dis pas, hein. Tu le dis à ta sœur et à ta maman. Ce n'est pas une vraie grenade. Hein? Oui. Et puis ils vont pas vous faire de mal, hein. Ils vont pas faire du mal à deux petites filles, à une maman, hein. Non, pas du tout, écoute. Je les connais, ce sont des faux durs. Ne te tracasse pas. Hein? Oui. Au revoir. Ouais,
attrape des crampes dans la main gauche. Ouais, c'est-à-dire. Ben, il faut quand même certains kilos de pression pour tenir la cuillère. Ah oui, quoi, t'as découpé une grenade. Ah bah à ton avis, non, mais tu me prends pour un con, toi. Ma main gauche, elle commence à flancher, hein. Ouais. Il faudrait peut-être pas trop s'éterniser, mon gars, ni pour l'assaut, ni pour accepter. La tension monte. Il y a une des gosses qui voudrait manger. Bon, je vais apporter quoi, des sandwichs. Bah forcément, c'est peut-être leur dernière volonté, il faudrait peut-être les satisfaire. Ouais, Philippe, déconne pas. Comment? Déconne pas, hein. Ah, mais je suis sérieux, tu sais. Un accident s'est vite arrivé, hein, je suis partificier. Bon, c'est toi qui viens? Ouais, ça va. Bon, seul, pas de veste. Hein. Ouais. Même topo, il se passera rien. T'as la parole. Hein. Okay. Tu le poses et tu retournes. T'as ma parole que si tu viens, je te laisse partir. Ma parole, je l'ai toujours tenue. Bah, Et t'as aussi ma parole que s'il y a une intervention, je fais tout péter. Ok, ça va. Est-ce que t'as les couilles de venir? Ouais. Je te donnais ma parole. Hein. Je veux ta parole à toi que si toi tu viens, il se passera rien. J'ai ta promesse, hein. T'as ma parole, c'est pas ma promesse, c'est autre chose. T'as ma parole aussi, hein. Il y aura qu'un type en bas, hein. Je te préviens. Moi, je suis en haut, on est deux en haut. Hein. Moi, je suis toujours en permanence avec les autres. Hein. Il n'y a aucun fusil qui peut m'atteindre. Philippe, écoute, je t'en supplie. C'est ton père qui te le demande. Arrête. Laisse aller les otages. Rends-toi. Et ça sera la meilleure des choses. Et c'est bien, ça serait bien, ça serait magnifique. Rends-toi, écoute-moi, mon fils. Je t'en supplie, Philippe. Bon. T'es assis? Ouais, je suis assis, oui. Non, bah ça vaut mieux. Ouais, pourquoi? Eh ben, parce que tu vas écouter la revendication. Ah bon, tu les dictes? Ah, forcément. Ouais, attends que je prenne un billet. Comment? Je t'écoute. Bon. On veut 40 plaques. 40 millions? Oui. C'est tout pour l'instant. Hein, c'est déjà pas mal. C'est bien. Bon, vous cogitez là-dessus. Vous rappelez si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Il faut 3 petits sacs à dos. 3 petits sacs à dos. Oui. Voilà. Et si possible, pas fluo, hein, des kakis, ça m'intéresserait mieux. Tu m'entends? Sinon, on va le mettre sur le dos des gosses. Et les gosses, on va les mettre sur notre dos. Et on relâchera les gens quand on se sentira en sécurité. Ça, tu le sais, hein? Mais Philippe, nous, on voudra aussi des garanties que les personnes resteront en... Ben, et la garantie, c'est toi qui vas la donner. Parce que tu le sais que je vais les laisser partir. J'ai toujours laissé partir tous les otages que j'ai pris. Ouais. Hein? Même Denise. Malta. Enfin, ici, tu sais que ce sont des enfants, ce serait quand même un bon... Je sais pas, moi, il n'y a pas de différence. Hein. Ouais, J'aurais préféré avoir cet enculé qui s'est barré, là. Ah, écoute, tu vas pas te faire plus mauvais que tu n'es, hein, écoute. Mais c'est pas une question de mauvais, mon gars. C'est comme ça, c'est tout. Hein. Eh, demain matin, amène quelque chose de chaud pour les petites. Ouais. Hein? T'as votre café? Attends, je sais pas ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Elles veulent du chocolat, là. Et le cacao, pas de chaud. Ça va. Et puis, mettez-leur un petit pain, une connerie. Et pourquoi tu la relâcherais pas, là? Non, négatif. Tu viens à sa place? Tu me poses la question de confiance. Ouais, je le ferai pas, Sylvie. Quoi? Je le ferai pas. Ce qui est décidé est décidé, on changera pas. Mais si tu relâchais la petite, au moins. Non, négatif. Mais avec deux, c'est pas suffisant. Écoute, négatif. Philippe, Négatif surtout. Quoi? Négatif surtout. Et je suis pas le seul, faut pas l'oublier, gars. Et elle risque de t'encombrer, la petite. Non. Fais Négatif. un geste, au moins. Non, négatif. Philippe, je t'en prie. Tu peux payer, mon gars. Tu veux que je te passe pas, tu vas voir s'il veut lâcher quelqu'un, celui-là. Celui-là, il veut lâcher ses bastons, c'est sa grenade, c'est tout ce qu'il veut lâcher. On passe une commande, là. Ouais. Parce qu'il y a les gosses qui ont faim. Ouais, je t'écoute. 2 boulets frites. Enfin, non, 3 boulets frites. Parce qu'on joue en prenant pour la nuit, elle va finir par tomber en rack. Hein. Ouais, 3 poulets frites. Mais 6 boulets frites, bon, on va goûter, mais... attends, devant, faut pas dire qu'elle est toujours du goût à la main. Hein. Ça serait pas le moment de nous endormir. Écoute, t'as ma parole qu'on piège, on va pas piéger la nourriture. Je t'entends rien du tout, hein. Quoi? J'entends rien, hein. Écoute, si vous les frites, c'est ça? C'est quoi? Si vous les frites. Ouais. Attends, les petites, elles veulent peut-être quelque chose d'autre avec... Qu'est-ce que vous voulez? Du ketchup, des conneries? Non, rien. Du tartare? C'est quoi ça? Elles veulent du tartare, je sais pas ce que c'est ça. Avec. Un tartare?
frites, elles veulent du tartare, elles disent avec. C'est des boulets, hein, des boulets frites ou du... Non, des boulets. Des boulets comme à l'entin. C'est ça. Merde. Bon, alors il faut 6 boulets frites et du tartare pour les petites dessus sur les frites, c'est ça? Ouais, d'accord. Bon, ben voilà, c'est tout. Mais pas 8 jours, hein? Parce qu'elle crève de faim. Ça va. Allez, tout à l'heure. Oh, on a trouvé du bon pinard dans sa cave, hein? Oui. Tout, hein? Je te dis pas, ça va être jamais. Allez, à ciao, hein? Quand on était gamin, on regardait sa maison et nous faisait rêver. Franchement, on trouvait qu'on devait être heureux dans une maison comme ça. Alors maintenant, c'est plus le cas, quoi. Partir aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est vrai que pendant des années, ça nous a fait fantasmer cette maison. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Parce qu'elle était belle, c'est la plus belle du village. C'est la plus belle, c'était le mec qui avait la plus belle situation, quoi, si on veut dire. Donc, ça nous faisait... On pensait que forcément, il devait être heureux, bien plus heureux que nous. C'était un château, on imaginait que c'était un château. T'as entendu, là? C'est 30 millions, quoi. Ils savent pas débloquer plus maintenant. Et la libération des enfants. Léo, impossible. Ni l'un, ni l'autre. Impossible. Écoute bien, hein? Il y a le problème. Écoute bien, il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas de problème pour les autres, on est décidé. Moi, tu vois, je vais te dire une chose. Avant de monter cette affaire, j'ai demandé aux autres s'ils n'étaient pas claqués. Ils m'ont dit oui, qu'ils ne voulaient jamais plus y retourner. Donc on avait décidé de faire la prise d'otage à la banque, quoi qu'il arrive, s'il y avait une merde. Écoute bien, mon pote, avant de commencer le turbin, je leur ai demandé s'ils voulaient se casser. Ils m'ont dit non, parce que j'aurais jamais lâché. Ils sont encore plus hargneux que moi. On lâchera pas. Y retourner, on n'y retournera pas. Partir sans rien, on partira pas sans rien. Ça, c'est sûr et certain. On a été enculés, on ne sera pas jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer autre chose maintenant. Comme je dis à l'autre, c'est pas sur ma conscience que je serai plus là. J'en ai rien à foutre. Strictement rien à foutre. Notre enculé n'a pris aucun respect pour sa famille, j'ai aucun à en prendre. Les autres n'en prendront pas non plus. Et puis ça va tellement aller vite, hein, ils s'en diront rien. C'est comme couper. On va zapper la télévision, je leur ai expliqué ça plus ou moins. Et alors? Mais tu sais combien ça vaut de petits culs comme ça? Ça n'a pas pris, mon pote. C'est une question de cœur, j'en ai pas. Alors on y va? Allez-y. Ça roule. Oui, ça va. Bien. Alors voilà, le rendez-vous avec la presse a été un peu retardé parce que On recommence. Vous ne voyez rien du tout, moi. Oui, ben, reculez un tout petit peu. Roger. Je vais pas faire deux fois. On l'a bien dit tout à l'heure, on y va. Je commence. Allez, on y va. Le rendez-vous avec la presse a été un peu retardé parce que je reprends d'ailleurs ce que je vous ai dit lors de la conférence de presse. Nous avions donc décidé de ne plus prendre d'initiative et l'initiative est venue donc des ravisseurs où maintenant ils ont repris le contact et dans cette reprise de contact ils ont proposé ils maintiennent leur décision de ne pas libérer les otages, mais ils accepteraient les 30 millions. Ce qui fait que nous avons dit que la chose était impossible pour l'instant. Ils ont demandé encore une réflexion, et alors je suppose qu'ils vont réfléchir la nuit. Et il y aura un nouveau contact le matin, demain matin, vers 6 heures, probablement 6h, 6h30, 7h, pour revoir le problème. Tu ramènes 15 packs, je lâche une petite. Ouais. Tu ramènes 15 packs, je lâche la deuxième. Absolument. Bon. Tu ramènes la voiture. Ouais. Bon, écoute bien. Ça se fait demain. Ouais. On a le libre passage. Ouais. J'ai ta parole. Donne-moi ta parole déjà. Ouais, je te la donne. Non, on ira. Ah ouais? J'ai confiance en ta parole. Merci. Moi, je suis pas comme toi, je suis pas de toi. Tu veux une heure? Mais écoute, oui. Demain 19. Arrêtez! Non, je n'arrête pas! On fait toute la conférence de presse! Il a raison. Il y a quelqu'un qui est tombé! Il y a quelqu'un qui est tombé! Arrêtez! Reculez! Reculez tous! Tout ce que je peux vous dire également, c'est qu'il semble maintenant s'être installé entre les négociateurs et les ravisseurs un certain climat de sérénité.
Tu as toujours eu la parole et tu as toujours eu le respect de la parole donnée. Philippe, prends-toi pour toi-même et ton copain. Ce n'est pas sur ce toit que tu dois mourir. Philippe, montre ton intention de te rendre. Dirige-toi vers un vaisseau lumineux. Rien ne sera tenté contre toi. Nous voulons simplement voir ton intention de te rendre. Philippe, la partie est perdue. Prends-toi. N'entraîne pas ton copain dans la mort. C'est une mort stupide. C'est une mort imbécile. Et tu n'es pas un imbécile. Continue à te battre. Continue à vivre. Et rends-toi. Atmosphère sordide, très décevante. Des gens qui hurlaient leur haine contre les preneurs d'otages. Disons que c'est un peu les jeux du cirque. Ils voulaient du sang. Ils l'ont eu, ils doivent être contents. Vous arrivez quelques minutes après la mort de Delair. Est-ce que le policier que vous êtes, Jacques Léonard, a un sentiment humain, personnel, sur le fait que l'on retrouve quelques heures plus tard mort un homme avec qui on vient d'avoir de longues conversations téléphoniques, presque intimes parfois, je dirais? C'est ça, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est une conversation entre un voyou et un flic, mais ça n'empêche pas que c'est excessivement émouvant de se retrouver face à l'homme avec qui vous avez discuté pendant une semaine. Effectivement, nous ne sommes pas faits uniquement des machines à transcrire des procès-verbaux et à faire des arrestations. Je crois que cette histoire m'a marqué. Je conserverai un souvenir pénible. Bien sûr, c'est une belle réussite policière, ça c'est indéniable, mais bon, il y a ce côté. La nuit est faite. Des endroits où ils vont se réfugier. Donc ce n'est pas, ça a été focalisé sur moi et sur Philippe Delair, mais il y a toute une structure derrière qui est importante. Il ne faut pas négliger le rôle des groupes spéciaux. Voilà. Et comment se passaient ces négociations? Est-ce que vous y alliez plutôt au feeling, à l'improvisation, comme vous dites, ou est-ce qu'on vous donnait des conseils en matière de discussion avec ce genre de bandits? Mais tout au départ, c'était très improvisé. Puis, tout doucement, derrière moi, il y avait des gens qui me donnaient des conseils, des choses à dire, des choses à ne pas dire. Essayer de gagner du temps dans un premier temps, essayer d'épuiser un peu, de geler la situation, bien d'essayer de la débloquer. Mais tout ça était quand même plus structuré que ça ne peut apparaître à l'écran. Alors André François, vous avez fait vos armes au JT, puis vous avez présenté l'écran témoin au début des années 80 en alternance avec Jacques Bredel. Ensuite, vous avez été happé par le phénomène striptease pendant près de 20 ans. Ne remontons pas à l'époque des dinosaures. Non, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Mais vous êtes toujours passé un petit peu comme le rebelle, celui qui donnait la parole à ceux à qui on ne voulait jamais la donner. En l'occurrence, ici, c'est la sœur de Philippe Delair, c'est l'autre clan. Alors pourquoi? C'est une envie de défendre l'indéfendable? Mais non, je ne sais pas, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Il me semblait évident.
on ne naît pas truand et on ne meurt pas à l'âge de 30 et quelques années sur un toit de Droix par hasard. Je veux dire, il y a une trajectoire, il y a des gens qui naissent, qui sont élevés dans un certain milieu social. Ça me paraissait évident, si on refaisait en profondeur l'histoire de ce fait divers, en delà peut-être de la superficialité et de la rapidité nécessaire au journal télévisé couvrant pendant la semaine les événements, ça me paraissait nécessaire d'aller voir d'où venait ce Philippe Delair et de découvrir qu'il vivait dans une région qui peu ou prou ressemble au délabrement social de la province du Hainaut et du bout de la Wallonie, là du côté du Nord-Pas-de-Calais, et d'une sœur qui situe bien, je crois, le monde dans lequel ils ont vécu, ce qui n'excuse évidemment rien. Non, bien sûr, mais j'ai l'impression que souvent vous aimez vous faire l'avocat du diable. Mais non, j'aime bien comprendre et je ne me satisfais pas nécessairement des apparences et des choses qui apparaissent évidentes mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Moi, le Philippe Delair, c'est une interrogation. Cette semaine à Tilf, c'est l'histoire d'une tragédie grecque. C'est un bonhomme qui s'en va inexorablement vers son destin tragique, et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour s'en rendre compte, alors qu'il a planifié sa vie de manière totalement autre. Le week-end, il a pris un banquier en otage, et il rêve d'une chose, c'est d'aller à la banque vider les coffres le lundi matin avec lui, et puis de s'en aller et de s'enfuir avec l'argent. Et soudain, des événements qu'il ne maîtrise plus, qu'il ne maîtrise pas, dès la fuite du banquier, vont complètement l'amener dans une situation, enfin, tragédie grecque. On est incapable de faire face au destin tragique, et il y va. Il y va inexorablement, et alors il y a ce dialogue incroyable entre deux personnes qui sont censés être à des rives totalement opposées dans la société. Vous avez un policier, vous avez un truand, et un dialogue qui s'installe entre deux personnes qui se respectent, où il y a une certaine dignité, où c'est tragicomique, où il y a des anecdotes très bizarres, enfin la mayonnaise, le perroquet, que sais-je. Et au-delà de ça, puisqu'on est 1 an ou 1 an et demi après, c'est assez normal qu'on cherche à savoir d'où est sorti ce Philippe Delair, enfin, et comment il se retrouve à 30 ans et quelques être quelqu'un qui est recherché par les polices hollandaises, les polices belges, les polices françaises, 4 évasions de prison sur les 5 dernières années, une rocambolesque en hélicoptère à Nice, une de Lantin, et quelqu'un qui vit dans le grand banditisme, qui a tué un jeune boxeur d'origine zaïroise, sympathique, liégeois, Romain Mianzoula, 4 ans auparavant. Comment est-ce qu'on en arrive là? Mais à côté de ça, vous avez envie de montrer que tout le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Justement, il y a cette scène surréaliste où il demande aux petites filles ce qu'elles veulent comme sauce, quoi exactement pour le petit déjeuner, combien. Il a l'air de pas s'y attacher, mais d'y faire attention. Écoutez, et donc ça, c'est assez impressionnant. Je me souviens d'une chose. J'étais un des premiers journalistes à avoir pu pénétrer le vendredi soir sur le coup de 8h ou 8h30 du soir dans la villa. Alors c'est vrai, comme on l'a dit, que c'était un capharnaüm. Pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que ces gangsters avaient vidé les meubles et avaient placé tout ce qu'ils pouvaient contre les portes et les volets pour rendre impossible, ou en tout cas très difficile, une intrusion physique d'un assaut de gendarmerie. Il y avait aussi en même temps, je me souviens, un dessin ou une inscription sur un mur fait par un des deux enfants qui avait 10 et 13 ans, là, les deux petites filles, et qui parlait non pas de Delair, mais qui parlait de Philippe. Il y avait une adresse à Philippe. Donc il y a eu en quelques jours un syndrome de Stockholm, une fascination, une vie collective qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression de se retrouver de part et d'autre dans le même bain qui a fonctionné. Bon, tout ça, ce sont des choses qui me passionnent. Enfin, moi, j'essaie de comprendre les choses. C'est la définition du métier de journaliste, je crois, ni plus ni moins. Est-ce que vous aussi, dans votre métier, Jacques Léonard, vous avez besoin de comprendre certains actes parfois atroces pour pouvoir vous endormir le soir et continuer le lendemain? Ça, madame, c'est le gros problème du métier que nous faisons, que nous avons choisi. C'est clair que tout au long d'une carrière, quand on a fait en grande partie à la crime et au grand banditisme, il est clair que parfois on rentre chez soi avec des mauvais souvenirs dans la tête. Je crois que c'est un métier qui est destructeur à ce niveau-là. Si maintenant vous n'avez pas de dérivatif, là ça devient dangereux. Mais il faut des dérivatifs. Et il est clair que je crois qu'un bon flic n'est pas celui qui est flic 24 heures sur 24. C'est d'abord un homme. Oui, absolument. Oui, je crois qu'humainement, ce n'est pas la pire des affaires que Jacques Léonard a eu à traiter dans sa vie. Non, parce qu'enfin, ici, il y a un dialogue entre deux hommes qui se respectent avec de la dignité, et à la fin de la semaine, si je puis me permettre, au bout de ce dialogue, si je puis me permettre de parler français, ça se résout et il n'y a personne qui a baissé son pantalon, quelque part. À la satisfaction mutuelle dans une espèce de dignité partagée, me semble-t-il.
Il y a des affaires bien plus dramatiques dans la vie d'un policier. Mais comme vous l'expliquez dans le film, Jacques Léonard, justement, très humainement et très simplement, on ne peut pas rester insensible à la mort d'un homme, peu importe ce qu'il ait fait, alors qu'on a parlé avec lui pendant des heures au téléphone. Et justement, après, les journaux ont titré Happy End, victoire, un scénario parfait. Est-ce que vous aviez ce sentiment de scénario parfait? Moi, quand je l'ai quitté, donc quand je lui ai donné le dernier sac et qu'il m'a donné, c'était la petite Gaëlle, je crois. Là, on a parlé un petit peu. Il m'a dit, mais écoute, voilà, ça va passer ou ça va casser. Et j'ai senti une intonation de désespoir. Moi, je crois qu'il n'y croyait pas. Il ne croyait pas qu'il s'en sortirait. J'ai pas cette impression. Et je crois que justement, on rejoint ce que dit André, c'est qu'il est parti vers son destin. C'est la manière d'une tragédie grecque. Je crois que Jacques Léonard est très modeste. Je suis convaincu encore aujourd'hui, 17 ans plus tard, que quand même 2 jeunes filles et une dame lui doivent au moins une fière chandelle. Merci à tous les deux en tout cas pour ce témoignage. Merci André-François, merci Jacques Léonard. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec la citation du jour. À très bientôt. J'aime la règle qui corrige l'émotion, j'aime l'émotion qui corrige la règle. Georges Braque. Certainement dû, sans fois aussi, réexpliquer les mêmes choses, revoir les mêmes images, et pourtant je suis sûre que revoir ce film, ça vous fait encore quelque chose. C'est clair. Je le revois avec, je dirais, d'autant plus d'émotion que deux personnes qui ont participé à cette affaire et qui étaient à mes côtés ne sont plus là aujourd'hui. Je veux dire par là le procureur général, M. Léon Gillet, qui est un homme d'un grand humanisme, et mon ancien patron de l'époque, le commissaire André Nesdat. Et ça me fait quelque chose parce que ces 2 personnes étaient constamment à mes côtés lors de cette semaine très difficile. Est-ce que pour toutes ces personnes et pour vous aussi qui aviez 41 ans à l'époque, il y a eu un avant et un après Tilf? Je dirais que après, on tire les leçons. L'expérience est un peu la somme de nos erreurs. On a un peu tiré les leçons de cette histoire, mais il faut vous dire une chose, c'est que ici, c'est de l'improvisation pure. Moi, je ne suis pas né ni formé à ce type de négociation. Des gens sont préparés à ça. Moi, je ne l'étais pas. Il y a des beaux improvisateurs quand même. Non, oui. Mais en tout cas, j'avais quand même derrière moi aussi les gens des groupes spéciaux et les négociateurs. Nous n'oublions pas, l'affaire de Tilf n'est pas une affaire de Jacques Léonard et Philippe Delair. C'est derrière toute une structure qui, pendant que vous imaginez qu'il ne se passe rien, en fait, il se passe des tas de choses. Il y a une enquête qui est faite à ce moment-là par des gens de l'ex-BSR et de l'ex-PJ qui vont finalement aboutir à des résultats, puisqu'on va repérer les endroits où ils vont se réfugier. Donc ce n'est pas, ça a été focalisé sur moi et sur Philippe Delair, mais il y a toute une structure derrière qui est importante. Il ne faut pas négliger le rôle des groupes spéciaux. Voilà. Et comment se passaient ces négociations? Est-ce que vous y alliez plutôt au feeling, à l'improvisation, comme vous dites, ou est-ce qu'on vous donnait des conseils en matière de discussion avec ce genre de bandits? Mais tout au départ, c'était très improvisé. Puis, tout doucement, derrière moi, il y avait des gens qui me donnaient les conseils, des choses à dire, des choses à ne pas dire. Essayer de gagner du temps dans un premier temps, essayer d'épuiser un peu, de geler la situation, bien d'essayer de la débloquer. Mais tout ça était quand même plus structuré que ça ne peut apparaître à l'écran.
Alors André François, vous avez fait vos armes au JT, puis vous avez présenté l'écran témoin au début des années 80 en alternance avec Jacques Bredel. Ensuite, vous avez été happé par le phénomène striptease pendant près de 20 ans. Ne remontons pas à l'époque des dinosaures. Non, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Mais vous êtes toujours passé un petit peu comme le rebelle, celui qui donnait la parole à ceux à qui on ne voulait jamais la donner. En l'occurrence, ici, c'est la sœur de Philippe Delair, c'est l'autre clan. Alors pourquoi? C'est une envie de défendre l'indéfendable? Mais non, je ne sais pas, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Il me semblait évident. On ne naît pas truand et on ne meurt pas à l'âge de 30 et quelques années sur un toit de Droix par hasard. Je veux dire, il y a une trajectoire, il y a des gens qui naissent, qui sont élevés dans un certain milieu social. Ça me paraissait évident si on refaisait en profondeur l'histoire de ce fait divers, en delà peut-être de la superficialité et de la rapidité nécessaire au journal télévisé couvrant pendant la semaine les événements, ça me paraissait nécessaire d'aller voir d'où venait ce Philippe Delair et de découvrir qu'il vivait dans une région qui peu ou prou ressemble au délabrement social de la province du Hainaut et du bout de la Wallonie, là du côté du Nord-Pas-de-Calais, et d'une sœur qui situe bien, je crois, le monde dans lequel ils ont vécu, ce qui n'excuse évidemment rien. Non, bien sûr, mais j'ai l'impression que souvent vous aimez vous faire l'avocat du diable. Mais non, j'aime bien comprendre et je ne me satisfais pas nécessairement des apparences et des choses qui apparaissent évidentes, mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Moi, le Philippe Delair, c'est une interrogation. Cette semaine à Tilf, c'est l'histoire d'une tragédie grecque. C'est un bonhomme qui s'en va inexorablement vers son destin tragique, et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour s'en rendre compte, alors qu'il a planifié sa vie de manière totalement autre. Le week-end, il a pris un banquier en otage, et il rêve d'une chose, c'est d'aller à la banque vider les coffres le lundi matin avec lui, et puis de s'en aller et de s'enfuir avec l'argent. Et soudain, des événements qu'il ne maîtrise plus, qu'il ne maîtrise pas, dès la fuite du banquier, vont complètement l'amener dans une situation, enfin, tragédie grecque. On est incapable de faire face au destin tragique, et il y va. Il y va inexorablement, et alors il y a ce dialogue incroyable entre deux personnes qui sont censées être à des rives totalement opposées dans la société. Vous avez un policier, vous avez un truand, et un dialogue qui s'installe entre deux personnes qui se respectent, où il y a une certaine dignité, où c'est tragicomique, où il y a des anecdotes très bizarres, enfin la mayonnaise, le perroquet, que sais-je. Et au-delà de ça, puisqu'on est 1 an ou 1 an et demi après, c'est assez normal qu'on cherche à savoir d'où est sorti ce Philippe Delair, enfin, et comment il se retrouve à 30 ans et quelques être quelqu'un qui est recherché par les polices hollandaises, les polices belges, les polices françaises, 4 évasions de prison sur les 5 dernières années, une rocambolesque en hélicoptère à Nice, une de Lantin, et quelqu'un qui vit dans le grand banditisme, qui a tué un jeune boxeur d'origine zaïroise, sympathique, liégeois, Romain Mianzoula, 4 ans auparavant. Comment est-ce qu'on en arrive là? Mais à côté de ça, vous avez envie de montrer que tout le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Justement, il y a cette scène surréaliste où il demande aux petites filles ce qu'elles veulent comme sauce, quoi exactement pour le petit déjeuner, combien. Il a l'air de pas de s'y attacher, mais d'y faire attention. Écoutez, et donc moi, ça, c'est assez impressionnant. Je me souviens d'une chose. J'étais un des premiers journalistes à avoir pu pénétrer le vendredi soir sur le coup de 8h, 8h30 du soir dans la villa. Alors c'est vrai, comme on l'a dit, que c'était un capharnaüm. Pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que ces gangsters avaient vidé les meubles et avaient placé tout ce qu'ils pouvaient contre les portes et les volets pour rendre impossible, ou en tout cas très difficile, une intrusion physique d'un assaut de gendarmerie. Il y avait aussi en même temps, je me souviens, un dessin ou une inscription sur un mur fait par un des deux enfants qui avait 10 et 13 ans, là, les deux petites filles, et qui parlait non pas de Delair, mais qui parlait de Philippe. Il y avait une adresse à Philippe. Donc il y a eu en quelques jours un syndrome de Stockholm, une fascination, une vie collective qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression de se retrouver de part et d'autre dans le même bain qui a fonctionné. Bon, tout ça, ce sont des choses qui me passionnent. Enfin, moi, j'essaie de comprendre les choses. C'est la définition du métier de journaliste, je crois, ni plus ni moins. Est-ce que vous aussi, dans votre métier, Jacques Léonard, vous avez besoin de comprendre certains actes parfois atroces pour pouvoir vous endormir le soir et continuer le lendemain? Ça, madame, c'est le gros problème du métier que nous faisons, que nous avons choisi. C'est clair que tout au long d'une carrière, quand on a fait en grande partie à la crime et au grand banditisme, il est clair que parfois on rentre chez soi avec des mauvais souvenirs dans la tête. Je crois que c'est un métier qui est destructeur à ce niveau-là. Si maintenant vous n'avez pas de dérivatif, là ça devient dangereux. Mais il faut des dérivatifs. Et il est clair que
je crois qu'un bon flic n'est pas celui qui est flic 24 heures sur 24. C'est d'abord un homme. Oui, absolument. Oui, je crois qu'humainement, ce n'est pas la pire des affaires que Jacques Léonard a eu à traiter dans sa vie. Non, parce qu'enfin, ici, il y a un dialogue entre deux hommes qui se respectent avec de la dignité, et à la fin de la semaine, si je puis me permettre, au bout de ce dialogue, si je puis me permettre de parler français, ça se résout et il n'y a personne qui a baissé son pantalon, quelque part. À la satisfaction mutuelle dans une espèce de dignité partagée, me semble-t-il. Il y a des affaires bien plus dramatiques dans la vie d'un policier. Mais comme vous l'expliquez dans le film, Jacques Léonard, justement, très humainement et très simplement, on ne peut pas rester insensible à la mort d'un homme, peu importe ce qu'il ait fait, alors qu'on a parlé avec lui pendant des heures au téléphone. Et justement, après, les journaux ont titré Happy End, Victoire, un scénario parfait. Est-ce que vous aviez ce sentiment de scénario parfait? Moi, quand je l'ai quitté, donc quand je lui ai donné le dernier sac, et qu'il m'a donné, c'était la petite Gaëlle, je crois. Là, on a parlé un petit peu. Il m'a dit, ben, écoute, voilà, ça va passer ou ça va casser. Et j'ai senti une intonation de désespoir. Moi, je crois qu'il n'y croyait pas. Il ne croyait pas qu'il s'en sortirait. J'ai pas cette impression. Et je crois que justement, on rejoint ce que dit André, c'est qu'il est parti vers son destin. C'est la manière d'une tragédie grecque. Je crois que Jacques Léonard est très modeste. Je suis convaincu encore aujourd'hui, 17 ans plus tard, que quand même deux jeunes filles et une dame lui doivent au moins une fière chandelle. Merci à tous les deux en tout cas pour ce témoignage. Merci André François, merci Jacques Léonard. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec la citation du jour. À très bientôt. J'aime la règle qui corrige l'émotion, j'aime l'émotion qui corrige la règle.